Bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. Bonsoir à tous, les titres de ce mardi. Première foire interafricaine du commerce ouverte au Caire en Égypte. Elle vise à accroître les échanges commerciaux entre les pays africains. C'est un événement de la Banque africaine d'import-export et de l'Union africaine. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan y a pris part hier lundi. La Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique ont signé un accord économique pour des financements dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie et des transports. C'est un accord historique et important. Il va donner une nouvelle dimension à la coopération ivoiro-américaine. L'inclusion financière, un instrument privilégié pour l'insertion des couches sociales les plus défavorisées dans le tissu économique. Le taux en Côte d'Ivoire est de 60,7%, mais de nombreux défis restent à relever en dépit des avancées que le secteur bancaire a enregistrées ces 10 dernières années. Nous en parlerons dans EcoPlus. Et c'est un véritable appel à l'action et pas seulement à la dénonciation que le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a lancé contre les dirigeants responsables des violences dans son pays. Mais les autorités congolaises estiment qu'il sort de son rôle en se mêlant à la politique. Merci d'être avec nous sur RTI 1 pour l'actualité de ce 11 décembre. Et direction le Caire en Égypte pour ouvrir ce journal. Le vice-président ivoirien y a pris part à l'ouverture de la première foire interafricaine du commerce. Elle vise à accroître les échanges commerciaux entre les pays africains et se tient du 11 au 17 décembre. L'événement, organisé par la Banque africaine d'import-export et par l'Union africaine, est consécutif en mars à la signature de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous écoutons le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Je pense que nous allons assister à une foire de qualité. Je crois que c'est la première du genre. Se tient après la mise en place de la ZECRA, qui est la zone de libre-échange, qui avait été mise en place à Kigali, vous vous rappelez. Il va y avoir à peu près 1 millier d'exposants et à peu près, je crois, 70 000 visiteurs qui sont attendus. Donc c'est quelque chose donc de très important, de très grand. Je pense aussi que c'est l'occasion de faire des B2B et aussi de faire aussi des discussions en matière d'investissement. Et de l'Égypte aux États-Unis, on parle encore de coopération économique. La Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique signent un protocole d'accord. Il concerne la mise en place d'un cadre pour booster l'investissement américain en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie et aussi des transports. Michel Digré. C'est une nouvelle page de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis qui s'ouvre avec cette signature de protocole d'accord. Les entreprises américaines pourront vous aider à construire vos autoroutes, vos ports et vos aéroports. Nous voulons continuer d'importer votre cacao qui est très prisé dans notre pays. Dans le domaine de l'agriculture, l'accord permettra la réalisation de plusieurs projets. Il contribuera à améliorer sensiblement la productivité et à relever le niveau de vie des paysans. Des effets de la Convention sont aussi attendus dans les domaines du transport, de l'industrie et de l'énergie. Je reste convaincu que la mise en œuvre effective de cet accord que nous venons de signer répondra aux objectifs principaux suivants: la modernisation de l'économie ivoirienne par la création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes et le renforcement de la présence d'entreprises américaines en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Dans le domaine des transports, la mise en œuvre des projets identifiés facilitera le déplacement des biens et des personnes, mais surtout renforcera la compétitivité des entreprises, notamment des PME, qui, dans le cadre des préférences tarifaires de l'AGOA, visent de plus en plus le marché américain. Dans le secteur de l'énergie, le développement des projets va favoriser notre industrialisation par une transformation plus importante sur place de nos matières premières, dont le cacao, et conforter également la vocation de hub énergétique sous-régional de mon pays. Le ministre Marcel Montano a rassuré le secrétaire au commerce des États-Unis. Il a affirmé que le gouvernement ivoirien s'engage à poursuivre ces réformes pour assainir le climat des affaires et garantir les règles d'une concurrence saine et équitable.
Cet accord entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis va conduire au financement de plusieurs secteurs d'activité en terre ivoirienne, avec des avantages certains pour les acteurs de ces domaines souvent issus de couches défavorisées. Et c'est pour insérer ces personnes défavorisées qu'on parle de plus en plus d'inclusion financière. Le taux est de 60,7% en Côte d'Ivoire, mais c'est une notion peu connue des Ivoiriens. Le dossier EcoPlus s'intéresse ce soir à cet instrument privilégié pour l'insertion des couches sociales les moins nanties dans le tissu économique. L'inclusion financière au cœur de ce dossier EcoPlus, signé ce soir Francis Boifo. Commune du Plateau, le centre des affaires. Lieu privilégié pour des jeunes à la recherche du pain quotidien. Depuis 2006, Frédéric s'est installé à quelques encablures de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ce qu'il sait faire au mieux, laver les chaussures pour en retirer toute saleté ou leur donner de l'éclat. L'activité permet à ce jeune déscolarisé de garder espoir. Chaque fin de mois, on peut avoir 90 000 ou 100 000 comme ça, puis bon. On prend un peu pour souder un peu les besoins de la famille et puis bon. Moi, mon argent comme ça, je le garde chez une femme. Là, je signe 4 là-bas quoi. Mais pourquoi choisit-il de constituer son épargne auprès d'une femme alors qu'il existe des banques et établissements financiers dans la capitale économique? Bon, je préfère garder chez la femme parce que là, avec la femme, à tout moment, je peux prendre mon argent. Mais aller à la banque, ils vont dire, bon, il faut faire tel papier, il faut faire tel papier. Bon, nous, comme ça, en tant que jeunes, nous, ça nous fatigue. Méconnaissance des avantages liés aux services financiers ou pas, Frédéric nous confie qu'il n'a pas l'intention d'ouvrir un compte bancaire. Pierre non plus. On est dans le secteur, dans le milieu informel. Donc là, on est obligé de mettre l'argent de côté. Parce que quand tu mets l'argent à la banque, quand on va pour avoir un prêt, on nous dit qu'on n'est pas autorisé à avoir un prêt. Donc tout le monde est obligé de garder son argent sur lui. La tranche des jeunes de 15 à 24 ans, ils sont 29% à disposer d'un compte dans une institution formelle et c'est principalement un compte de mobile money. Ne pas avoir recours aux structures bancaires présente des risques pour toute personne qui garde de l'argent par devers elle. Dans le mois de mai, il y a eu des inondations à Abidjan. Imaginez tous ceux qui avaient mis leur argent au chevet de leur lit. Tout ça, c'est parti. Il y a eu aussi des incendies dans les marchés. Imaginez tous ceux qui avaient mis leur argent sous les paillasses. Tout est parti. Donc, ça permet de sécuriser ses avoirs. Sécuriser ses avoirs. Plus de 3 260 000 personnes l'ont déjà fait. Ce qui démotive ceux qui hésitent encore, c'est le taux d'intérêt applicable sur les épargnes et les crédits. Le taux d'intérêt que les banques prélèvent lorsque on demande des prêts, c'est tellement élevé que bon, ça ne motive pas les gens à aller investir là-bas. Le taux d'intérêt sur les épargnes, ça c'est encore, c'est trop faible, c'est pas bien. Alors question, pourquoi le taux d'intérêt débiteur est-il aussi élevé pour un taux créditeur plutôt faible? Nous sommes allés à la rencontre du 3e vice-président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBF, pour comprendre. Le compte épargne, c'est une réglementation de la Banque centrale, 3,5, donc jusqu'à 10 millions. Après, c'est une entente entre le client et son banquier. Après, vous avez d'autres formes d'épargne, comme les DAT. Là, c'est une discussion que vous avez en fait avec votre banquier. En fonction donc, de la durée, en fonction du montant, en fonction en fait, donc, de vos attentes, ça peut aller effectivement des 3,5 jusqu'à 6%. En Côte d'Ivoire, le moyen des crédits est à 7%. Un taux moyen qui est relativement faible, le plus faible, donc la zone UEMOA. On peut augmenter donc, le taux de rémunération des comptes épargne et des autres comptes globalement en fait, de ressources. Mais ça voudrait dire en fait, que le coût de crédit aussi, si la banque veut garder sa rentabilité, si elle veut garder en fait, donc, son efficacité, il faut qu'elle augmente aussi donc, le taux de crédit. Le 3e vice-président de l'APBF invite les populations à fréquenter les structures bancaires, soulignant les facilités offertes désormais aux clients. Aujourd'hui, vous êtes commerçant, vous êtes au marché, vous pouvez en fait virer de l'argent de votre mobile banking vers votre compte bancaire sans forcément donc, vous déplacer. Ces actions devraient contribuer à l'augmentation du taux d'inclusion financière, c'est-à-dire l'accès des populations, y compris celles dites vulnérables ou exclues des services financiers formels,
adaptés et abordables en vue de leur utilisation. Au siège national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, le directeur se félicite des résultats enregistrés ces 10 dernières années, même si de nombreux défis restent à relever. Le taux d'inclusion financière, il est de 60,7% pour la Côte d'Ivoire actuellement et pour l'ensemble des pays de l'UEMOA de 55%. Il faut dire qu'il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire était à 11,7% pour ce taux et l'UEMOA était à 14,3%. En concertation certainement avec la Banque centrale, renforcer l'éducation financière, renforcer la protection des déposants et pour ce qui est des acteurs, qu'ils puissent offrir davantage de services. Sur la période 2019-2024, la BCEAO veut atteindre un taux d'inclusion financière de 75% dans les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA au regard des avantages liés aux services financiers. Et l'accès aux services financiers contribue à la lutte contre la pauvreté puisque cela permet aux acteurs de pouvoir éventuellement emprunter et de pouvoir mener des activités qui peuvent leur procurer un revenu. Le fait de renforcer l'épargne dans une économie accroît les possibilités de pouvoir non seulement faire des crédits, mais de pouvoir aussi faire des investissements. Et comme vous le savez, les investissements sont essentiels pour renforcer la croissance économique. Suivant les directives communautaires, la Côte d'Ivoire a adopté la stratégie nationale d'inclusion financière sur la période 2019-2024. Ce document d'orientation devrait aider l'ensemble des acteurs à mieux coordonner les activités sur le terrain et attirer davantage de personnes exerçant dans l'informel et les zones rurales. Selon les dernières études du groupe consultatif pour l'assistance aux plus défavorisés SIGAP, 44% des adultes ivoiriens et 71% des jeunes n'ont jamais eu recours aux services financiers formels et informels. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre dresse son bilan pour l'année 2018. Les actions menées sur le terrain sur tout le territoire national ont permis de collecter 1268 armes, 7518 munitions et 3 grenades et plus de 1000 personnes ont aussi pu bénéficier de mesures d'accompagnement pour le dépôt volontaire des armes et munitions. Moussa Konaté. 1268 armes collectées, 7518 munitions et 3 grenades recueillies. C'est le bilan des activités pour l'année 2018 de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. À cela s'ajoute le marquage de 150 armes des forces armées de Côte d'Ivoire et des mesures d'accompagnement pour 1085 personnes ayant déposé volontairement des armes et munitions. Avant tout, notre intervention dans la forêt classée de Gouindébé après le conflit communautaire qui s'y est déroulé. Nous avons donc mené de la sensibilisation, puis de collecte d'armes, de dépôt d'armes. Nous avons recueilli jusqu'à 914 armes pour un objectif de 600 qui nous était assigné par le gouvernement dans un projet d'urgence. Avec l'appui de ses différents partenaires, la Comnat ALPC compte renforcer ses actions pour l'année 2019. Il faudra accentuer les mesures incitatives parce que ce sont des dépôts volontaires que nous faisons. Et donc il faut inciter les détenteurs à donner ces armes. Mais en même temps, il faudrait faire en sorte que les armes qui sont collectées ou bien qui sont disponibles de façon légale soient mieux gérées. Et la meilleure gestion, c'est l'élimination des armes qui sont obsolètes, qui sont en surplus. Donc nous allons procéder à la destruction de ces armes. Dans l'atteinte de ces objectifs, la Comnat ALPC mise également sur la sensibilisation des populations. Les communications sur les dangers liés à l'utilisation illicite des armes seront accentuées. L'Association des préfets et représentants de l'État de la francophonie a tenu son tout premier forum à Abidjan. Une rencontre de partage d'expériences entre les représentants locaux de l'État de l'espace francophone. Et cela pour la mutualisation des efforts de gestion et de sécurité intérieure. Moussa Konaté.
les représentants de l'État et les nouveaux défis de la sécurité intérieure. C'est le thème du premier forum des préfets et représentants de l'État de la francophonie. Cette rencontre est un cadre de travail et de partage d'expériences entre les représentants locaux de l'État de l'espace francophone. En fédérant nos connaissances, en mutualisant nos connaissances, qu'on puisse retrouver les meilleurs outils pour accomplir les missions essentielles que nos États respectifs nous confient. La façon dont on gère l'administration territoriale en France n'est pas la même qu'en Côte d'Ivoire, ni en Roumanie, ni au Sénégal, au Bénin ou au Togo. Le fait de se mettre ensemble permet de créer des synergies et permet surtout de parvenir à une diversité d'expériences. L'Association des préfets et représentants de l'État de la francophonie se veut une organisation importante au service de la francophonie. L'initiative est encouragée par les autorités ivoiriennes. Je voudrais, avec le gouvernement ivoirien, saluer l'avènement de l'Association des préfets et représentants de l'État de la francophonie en tant que cadre de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les représentants territoriaux des États membres et partant d'une mutualisation des acquis et des efforts en vue d'un meilleur exercice du sacerdoce de représentation de l'État. L'Association des préfets et représentants de l'État de la francophonie a été mise en place en novembre 2017. Ce premier forum a vu la participation de nombreux pays francophones d'Afrique et de l'Europe. La Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a inauguré son nouveau siège dans la commune de Cocody. La Côte d'Ivoire veut faire de cette institution un recours pour la population pour garantir le respect de leurs droits et pour obtenir des meilleures conditions de sécurité et de bien-être. La Commission nationale des droits de l'homme a remis à la Convention de la société civile en Côte d'Ivoire le prix de la protection des droits des migrants au titre de l'année 2017. Dans le domaine de l'environnement, les ministres africains en charge de la question se sont retrouvés en marge de la COP 24 en Pologne. Ils ont dressé un état des lieux des financements des projets pour la lutte contre les changements climatiques soumis par leurs différents pays. Et en conclusion, de nombreux projets ont été approuvés, mais les financements tardent à être effectifs. Grace Kando, envoyé spécial en Pologne. La mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir les projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en Afrique, un sujet au cœur de la rencontre des ministres africains de l'environnement tenue en marge de la 24e conférence des parties COP24 à Katowice en Pologne. Pour rappel, lors de la COP21 à Paris en 2015, les pays développés se sont engagés à constituer un fonds de 100 milliards de dollars d'ici à 2020 pour lutter contre les changements climatiques. La réalité est qu'à ce jour, on ne peut qu'espérer que 7 milliards parce qu'il y a déjà 2 milliards que les Américains avaient promis. Et le fait qu'ils se sont retirés de l'accord de Paris, ça veut dire qu'il y a un écart de 2 milliards qu'eux, ils devaient apporter, qu'ils n'apporteront pas. Il s'agit de continuer les négociations et de continuer à faire pression diplomatiquement, mais en montrant ce que l'Afrique apporte dans la solution au changement climatique. La Côte d'Ivoire a saisi l'opportunité de cette rencontre ministérielle pour faire un plaidoyer en faveur de la ratification par les États africains de la Convention de Bamako qui interdit l'importation des déchets dangereux sur le continent. Je voudrais, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au nom de son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, profiter de l'opportunité qui s'offre à moi à cette tribune pour lancer cet appel solennel en direction de tous les États africains afin d'adhérer massivement à la Convention de Bamako. La Convention de Bamako est un outil africain. C'est notre outil. C'est avec cet outil qu'ensemble, nous pourrons faire barrage au déversement illégal des déchets dangereux sur notre continent, le continent africain. La Convention de Bamako est entrée en vigueur en 1998. À ce jour, 25 États africains, dont la Côte d'Ivoire, l'ont ratifié sur la cinquantaine de pays que compte le continent africain.
L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté des projets de loi qui vont permettre de renforcer l'indépendance de la justice et le contrôle de la gestion publique. Il s'agit des projets de loi sur la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, de la Cour des comptes, de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Kolo Koulibaly. Ces 4 projets de loi adoptés en commission s'inscrivent dans le cadre du changement de système juridictionnel. D'abord, la Cour de cassation, la plus haute juridiction principalement juge du droit. Ensuite, le Conseil d'État, il est chargé du jugement des litiges administratifs. Il a aussi une fonction consultative. Il donne notamment ses avis au président de la République et au gouvernement. Le 3e projet de loi porte sur la Cour suprême. Elle va veiller à l'application de la loi par les juridictions des ordres judiciaires et administratifs. La coexistence de 2 ordres de juridiction pouvant être source de conflits, il est apparu nécessaire de mettre en place un organe chargé de résoudre ce type de difficultés. Telle est la raison d'être de la Cour suprême, consacrée par la Constitution comme un tribunal des conflits. L'indépendance du pouvoir judiciaire et la sécurité juridique se trouvent également renforcées par le fait que les décisions rendues par la Cour de cassation et le Conseil d'État, juridiction collégiale, ne sont plus susceptibles de suspension par le président de la Cour suprême qui statue seul. Sur le plan organique, la Cour suprême intègre la composition et l'organisation de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Et enfin, la Cour des comptes, anciennement une chambre de la Cour suprême. Elle a la qualité d'institution supérieure de contrôle des finances publiques à laquelle tous les autres corps de contrôle sont tenus de remettre leur rapport. La campagne électorale pour les régionales du 16 décembre nous conduit dans le Guémont. Les 2 candidats indépendants, Évariste Méambli et Seredo Célestin, ont investi le terrain. FBoué. Campagne électorale pour la reprise des élections dans le Guémont. Méambli Évariste, candidat indépendant et président sortant. Dans le département de Diokwé, nous l'avons rencontré entre 2 meetings, précisément à Guézon. Pour lui, son bilan est son atout majeur. J'ai réalisé 7,2 milliards de travaux dans la région du Guémont. Vous allez tout à l'heure aller à Diokwé et regarder le premier sapeur-pompier le plus moderne de tout l'ouest montagneux que j'ai sorti de terre qui est terminé. D'ici décembre, je donne les clés. J'ai l'orphelinat construit à l'entrée de Carrefour qu'on appelle l'orphelinat Dominique Ouattara. Vous allez aussi au lycée de Diokwé, vous allez voir mes réalisations, notamment des classes. Même Guézon, on est. Et je viens de finir 4 classes. Nous sommes heureux. Cette élection, nous allons la gagner. Et au soir du 16 décembre 2018, on aura un des scores les plus écrasants. Autre lieu de Diokwé, autre candidat indépendant, Seredo Célestin dit Adjaro, dans le quartier des Petits Diokwé, en opération de charme avec les potentiels électeurs. Confiant pour ce second tour, ses priorités sont toutes tracées. Quand vous parcourez tout le Guémont, à commencer par Diokwé, Bangwelo, Kubli et Fakobli, nous avons des problèmes de route. C'est la région qui est la sève nourricière de la Côte d'Ivoire. Mais les vivres sont là, les produits de rente sont là, mais il se pose un problème d'infrastructure routière pour transporter ces produits-là, les écouler vers les marchés les mieux indiqués. En deuxième position viendra la santé. Il faut équiper tous les centres de santé, quel que soit le lieu où ils se trouvent, en créer pourquoi pas. Après la santé, il faut aller à l'école, donc l'éducation. 5 candidats sont en liste pour le poste de président du conseil régional du Guémont. Dans le Lodjibois, les candidats présentent également leurs projets pour allier le plus d'électeurs à leur cause. Herman Guivet. Zakpa Komenon Tiekoura Roland, candidat RHDP à la régionale du Lodjibois, multiplie les échanges avec les populations. À ses côtés, Diakité Daouda, candidat indépendant qui a choisi de se rallier au candidat du RHDP. J'ai décidé de me rallier parce que nous avons besoin du développement à Divo, dans la région du Lodjibois. Donc quand j'ai eu la main tendue du RHDP, je n'ai pas hésité un instant vraiment à me rallier à mon papa Zakpa qui a commencé le développement. Donc pour qu'il termine ce qu'il a fait, il va falloir qu'on s'ajoute à lui pour vraiment, véritablement faire le développement. Donc je demande à tous mes partisans et collaborateurs d'aller voter massivement le candidat RHDP, notre papa Zakpa, pour qu'au soir du 16, que la victoire soit effective. S'unir pour conquérir le terrain, bâtir le développement du Lodjibois dans l'union, la vision des 2 candidats. Je voudrais saluer mon fils, Diakité Daouda, pour l'acte qu'il pose, l'unité des enfants de cette région.
est en train de se faire sous vos yeux et autour de ma personne. J'appelle donc tous les habitants de cette grande région à se mobiliser comme un seul homme le 16 décembre pour aller voter et permettre à notre région de prendre sa place parmi toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est main dans la main qu'ils ont décidé d'aller à ces élections pour le bonheur de leur région. La campagne pour les municipales est aussi en cours dans les localités concernées par la reprise du scrutin. Francis Boifo a suivi les activités de Kwasi Taïro-Lucien, candidat indépendant dans la commune de Port-Boué. Dans la course pour les municipales à Port-Boué, le candidat indépendant Kwasi Taïro-Lucien a choisi pour cette journée de campagne le marché du quartier cité Cocotéret de Gonzagueville pour présenter son programme de société. Je tape d'abord sur le social. Si la famille est prise en compte, que tes enfants ont été formés, tes enfants ont été scolarisés et que toi, le retraité, tu es pris en compte, toi, l'enfant orphelin, tu es pris en compte, je pense qu'une fois que tout le monde est heureux, on peut penser maintenant à construire des écoles, des hôpitaux, faire ce qu'on appelle le reprofilage des voies et parler maintenant de développement. Pas de nouveau scrutin dans la commune d'Adjamé. Le nouveau conseil municipal a été installé par le préfet d'Abidjan. Le maire a été élu par l'ensemble des conseillers municipaux, conformément aux dispositions légales. Abou Sanogo. La nouvelle équipe dirigeante de la commune d'Adjamé est installée. Elle sera conduite pour les 5 prochaines années par Soumaoro Farikou. Il a été élu par l'ensemble des conseillers municipaux, conformément aux dispositions prévues par les tests. Soumaoro Farikou est donc le nouveau maire de la commune d'Adjamé, à l'issue d'un vote qui a été supervisé par le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi Irié. 6 adjoints au maire ont également été élus pendant la même session. Après le vote, Soumaoro Farikou a été présenté à la population venue nombreuse. Saisissant l'occasion, le préfet d'Abidjan a invité le maire et ses conseillers au travail et à une bonne collaboration avec leurs administrés. C'est votre responsabilité en tant que représentant du président de la République, en tant que représentant des pouvoirs publics dans cette communauté, de faire en sorte que les lois de la République de Côte d'Ivoire soient respectées, mais de créer l'harmonie et surtout le bien-être des populations. Nos remerciements vont à l'endroit du chef de l'État, le président de la République qui nous a fait confiance en nous mettant en mission dans cette commune. Nous nous mettons dès cet instant à la disposition de la population d'Adjamé. Le nouveau magistrat de la commune d'Adjamé a, en guise de remerciement, communié avec ses populations. Soumaoro Farikou devient ainsi le 5e maire de la commune d'Adjamé. Direction le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Touba, un nouveau pont va sortir de terre. L'infrastructure de 3 milliards de francs CFA va permettre de désenclaver cette zone économique et faciliter l'évacuation de la production de sucre du complexe et aussi des produits agricoles. Moussa Koulibaly et Amadou Ouattara. Par ce geste, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, marque le début des travaux du pont reliant les localités de Kintegela et Koro. À son achèvement dans 12 mois, l'ouvrage d'un coût de 3 milliards de francs CFA, long de 94 mètres, permettra aux populations d'éviter des traversées souvent mortelles sur le fleuve. Ce pont comportera 2 voies et 2 trottoirs. Ce pont, loin d'être un simple édifice, est un vecteur de développement économique et social, car il contribuera au désenclavement de la région et améliorera les conditions de vie des populations. Pour les populations, la construction de ce pont est un rêve longtemps caressé, plus de 40 ans d'attente. En plus du pont, 17 villages sur 24 que compte la sous-préfecture de Kintegela ont été également raccordés au réseau électrique national. Nous vivons un moment solennel, que dis-je, historique, non seulement pour la sous-préfecture de Kintegela, mais aussi pour tout le Bafing et nos Vorodougou, parce que la réalisation de ce pont va désenclaver toute la région.
Pendant son séjour dans la région du Bafing, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a également inauguré un château d'eau à Gouanoué, situé à quelques kilomètres de Touba. Nous avons réglé le problème de Gouanoué, au moins pour les 25 ans à venir. Mais dans le Bafing, il n'y a pas de Gouanoué. Il y a encore beaucoup d'autres villages, beaucoup d'autres localités où la question de l'eau est une grosse préoccupation. Plusieurs actions de développement ont été annoncées à l'endroit des populations, notamment le projet Soja et des ouvrages d'approvisionnement en eau potable. Pour toutes ces infrastructures dans la région du Bafing, les populations ont rendu un hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, et son gouvernement. L'actualité internationale en bref, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, appelle à la fin de l'impunité face aux massacres et aux viols dans son pays. Mais les autorités congolaises estiment qu'il sort de son rôle en se mêlant à la politique. Co-lauréat du prix de la paix, le docteur Denis Mukwege a saisi l'occasion lors de cette cérémonie pour dénoncer les violences et impunités qui perdurent dans son pays depuis plus de 20 ans. Il demande des sanctions politiques, économiques et des poursuites judiciaires contre tous les responsables des exactions, congolais comme étrangers, mais également la création d'un fonds global de réparation pour les victimes de violences sexuelles. En réaction du discours de Denis Mukwege, Alain André Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle de la République démocratique du Congo, a invité le prix Nobel à plus de modestie et à moins se mêler de la politique. Le président français Emmanuel Macron s'est adressé hier lundi à la nation française. Lors de son discours, Emmanuel Macron a tendu la main aux Gilets jaunes en annonçant des mesures fortes. Entre autres, la hausse de 100 € des salaires au niveau du SMIC dès 2019. L'exemption de la hausse de la CSG pour les retraités inférieurs à 2 000 € par mois et le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires, des mesures qui ne rencontrent pas l'adhésion de tous. Au Royaume-Uni, Theresa May a annoncé le report du vote au Parlement sur l'accord de sortie de l'Union européenne prévu ce mardi, en raison de profondes divisions des parlementaires britanniques qui menaçaient de le voir rejeté. Un report qui met en colère les pros et les anti-Brexit. Theresa May est attendue ce mardi à Bruxelles pour rencontrer les responsables européens pour tenter d'obtenir des assurances supplémentaires sur l'accord du Brexit. Pour rappel, l'accord sur le Brexit est la solution trouvée pour éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée.